Doliprane, antibiotiques, anxiolytiques. Nous consommons tous de très nombreux médicaments chaque année. Et le secteur de la médecine a énormément évolué au cours de ces dernières décennies, augmentant l'espérance de vie, réduisant les morts prématurées et améliorant le quotidien de tous. Enfin ça, c'est le discours que beaucoup tiennent dans toutes les sphères. Dans les faits, ces traitements sont-ils vraiment à notre service? Financement douteux, scandale sanitaire ou encore hyperconsommation. L'industrie pharmaceutique cache une face bien plus sombre qu'on ne pourrait le penser et nous amène à nous poser la question suivante: l'industrie la plus rentable du monde est-elle vraiment de notre côté? L'idée ici n'est pas de faire peur ou de remettre en question le progrès de la médecine, mais plutôt de comprendre comment fonctionne le modèle économique de ce secteur gigantesque et surtout celui de ces leaders mondiaux qui influencent la médecine. Car dans un monde où tout le monde en dépend, qui décide réellement des priorités de recherche, des prix et des traitements? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde pharmaceutique fait partie des secteurs les plus rentables au monde. Quelques grands groupes dominent largement le marché mondial: Pfizer, Roche, Johnson & Johnson, Novartis, Merck ou encore Sanofi. Ces entreprises, souvent désignées sous le nom de Big Pharma, contrôlent une part majeure de la recherche, de la production et de la commercialisation des médicaments. Leur logique n'est pas seulement sanitaire, elle est avant tout financière. Comme toute multinationale cotée en bourse, leur priorité est de générer de la croissance, des profits et de la valeur pour les actionnaires. Les médicaments les plus rentables sont alors privilégiés: traitements chroniques, anticancéreux, médicaments vendus à une très grande échelle ou produits protégés par des brevets. Cette analyse, elle s'inscrit dans une idée de marchandisation de la santé, développé notamment par le sociologue et économiste Mathieu Montalban, qui montre comment la santé est devenue progressivement un marché structuré autour de logiques de rentabilité, de brevets et de valorisation financière. Cette logique explique également pourquoi les laboratoires investissent davantage dans certaines pathologies que dans d'autres. Les maladies rares, les maladies tropicales ou certains traitements peu rentables attirent beaucoup moins de financement que les secteurs les plus lucratifs. L'objectif n'est donc pas toujours de soigner le plus de personnes possible, mais de développer des produits offrant le meilleur retour sur investissement. La financiarisation du secteur accentue encore ce phénomène. Les grandes entreprises pharmaceutiques sont soumises à une pression constante des marchés financiers. Elles doivent rassurer les investisseurs, verser des dividendes toujours plus élevés et maintenir le cours de leur action. Chez Sanofi, par exemple, la hausse du dividende versé aux actionnaires est devenue un objectif assumé avec plus de 30 années consécutives d'augmentation. La rémunération des dirigeants est elle aussi directement liée aux performances financières et à la création de valeur pour les actionnaires. En 2024, le directeur général de Sanofi disposait d'un salaire fixe de 1,4 million d'euros auquel pouvaient s'ajouter d'importantes rémunérations variables et des actions de performance valorisées à plusieurs millions d'euros. Le secteur pharmaceutique apparaît ainsi comme un exemple typique du capitalisme financier contemporain. La santé y devient un marché, le médicament un produit stratégique et le patient un consommateur parmi d'autres. Nous en avons parlé plus tôt, mais les laboratoires pharmaceutiques privilégient souvent les traitements les plus rentables plutôt que certains besoins de santé moins lucratifs. Selon l'économiste Mathieu Montalban, le secteur s'est progressivement structuré autour d'un modèle blockbuster. L'idée est simple: plutôt que de multiplier les petits traitements spécialisés, les grands laboratoires cherchent à développer quelques médicaments capables de générer des ventes massives à l'échelle mondiale. Ces médicaments stars concernent souvent des maladies chroniques, des traitements pris sur de longues durées ou des pathologies très présentes dans des pays riches. Plus un médicament peut être vendu longtemps à un grand nombre de patients et à un prix élevé, plus il devient intéressant pour les industriels. A l'inverse, certaines maladies attirent beaucoup moins les investissements. Les maladies rares, certains antibiotiques, les maladies tropicales ou les pathologies qui touchent principalement les autres pays. Ce phénomène est particulièrement visible pour les antibiotiques. Comme l'expliquent plusieurs auteurs travaillant sur les politiques du médicament, un antibiotique est utilisé sur une courte période et doit parfois être réservé pour éviter les résistances bactériennes. Il rapporte donc beaucoup moins qu'un traitement contre le cholestérol, le diabète ou l'hypertension qui peut être consommé pendant des années. Résultat, les grands laboratoires se désengagent progressivement de ce secteur pourtant essentiel pour la santé publique. Cette logique explique aussi la place limitée accordée aux médicaments génériques. Une fois qu'un brevet tombe dans le domaine public, les génériques permettent de produire des traitements beaucoup moins chers.
Mais pour les laboratoires qui détenaient un brevet initial, cela signifie surtout une baisse importante de leurs marges. Comme le rappellent Pauline Londex et Jérôme Martin, cette faible rentabilité explique le désengagement progressif des grands groupes pharmaceutiques du développement de nouveaux antibiotiques. Les grandes entreprises cherchent donc souvent à prolonger au maximum la durée de vie commerciale de leurs médicaments en développant de nouvelles versions, de nouveaux dosages ou de nouvelles indications thérapeutiques. Le modèle américain pousse cette logique encore plus loin. Aux États-Unis, les prix des médicaments sont beaucoup moins encadrés qu'en Europe, ce qui permet aux laboratoires de dégager des profits encore plus importants. Les systèmes européens, bien qu'imparfaits, disposent davantage de mécanismes de régulation des prix et de remboursement. Mais même en Europe, les grandes entreprises pharmaceutiques conservent un pouvoir considérable sur les États grâce à leur poids économique, leur influence politique et leur capacité à imposer un certain prix. Cette logique de rentabilité ne concerne pas seulement les médicaments au sens strict. Une partie importante des profits de certains groupes pharmaceutiques provient aussi de produits plus rentables et plus faciles à vendre, compléments alimentaires, crèmes, produits dermatologiques, cosmétiques ou médicaments de confort. Comme le montre notamment l'enquête de Reporters sur les 5 méthodes de l'industrie pharmaceutique pour nous bourrer de médicaments inutiles, la publicité, le marketing et la médicalisation de problèmes du quotidien jouent un rôle central dans cette stratégie. L'objectif n'est plus seulement de soigner, mais aussi de créer de nouveaux marchés. On peut aussi prendre l'exemple du groupe français Pierre Fabre. L'entreprise est à la fois un laboratoire pharmaceutique et l'un des leaders mondiaux de la dermocosmétique, avec des marques comme Aven, Ducray ou Chlorane par exemple. En 2025, l'activité dermocosmétique représentait même plus de la moitié de son chiffre d'affaires total, devant l'activité pharmaceutique. Cela montre à quel point les secteurs à côté du médicament classique, crèmes, soins dermatologiques, shampoings spécialisés, produits anti-âge ou cosmétiques vendus en pharmacie, peuvent devenir des relais de croissance extrêmement rentables pour les laboratoires. Pierre Fabre assume d'ailleurs cette stratégie en expliquant que le dynamisme de la dermocosmétique peut constituer une source importante de rentabilité. Au-delà de la commercialisation, un rôle plus qu'essentiel des industries pharmaceutiques est la recherche. C'est elle qui permet de faire évoluer la médecine, de développer de nouveaux traitements et d'améliorer les soins. Mais cela pose une question centrale. Qui finance réellement cette recherche ? Contrairement à l'image souvent véhiculée par les grands laboratoires, une part importante de la recherche médicale est financée par l'argent public. Les universités, les hôpitaux, les organismes publics de recherche et les fonds publics jouent un rôle majeur, notamment dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire les premières découvertes scientifiques qui permettent ensuite de développer des médicaments. Comme le rappelle la sociologue Gaëlle Kirkorian, les financements publics interviennent souvent aux étapes les plus risquées et les plus coûteuses de la recherche. L'État finance des infrastructures, des laboratoires, des chercheurs, des essais cliniques ou encore des partenariats avec des entreprises privées. Pourtant, une fois le médicament développé et commercialisé, ce sont principalement les grands groupes pharmaceutiques qui récupèrent les brevets, mais également les profits et le contrôle des prix. Cette situation alimente une critique croissante du modèle actuel. Les risques sanitaires sont souvent supportés collectivement, tandis que les bénéfices restent majoritairement privés. Pauline Londex et Jérôme Martin soulignent que les industriels justifient fréquemment des prix élevés de certains médicaments par les coûts de recherche et de développement. Toutefois, il faut quand même nuancer cette idée. Une grande partie des investissements est effectivement également financée par les laboratoires eux-mêmes, qui prennent notamment en charge les essais cliniques, la production et la mise sur le marché. Et les laboratoires financent également une partie de la recherche menée dans les centres hospitaliers universitaires et les instituts publics, notamment à travers des partenariats, des essais cliniques ou des subventions de recherche. De leur côté, les pouvoirs publics soutiennent surtout la recherche fondamentale réalisée dans les universités et les organismes publics. Par ailleurs, des institutions comme l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé jouent un rôle essentiel dans l'évaluation, le contrôle et l'autorisation des médicaments avant leur commercialisation. Se pose alors la question du manque de transparence. Il est souvent difficile de savoir précisément quelle part d'un médicament a été financée par des fonds publics, combien ont réellement coûté les recherches ou encore pourquoi certains traitements sont vendus à des prix aussi élevés. Pour Gaëlle Kirkorian, cette opacité profite largement aux laboratoires. Ils peuvent ainsi continuer à négocier avec les États sans véritable contrôle public sur les coûts réels ou sur l'utilisation des financements publics. Même si en France, une grande partie des médicaments est remboursée par l'assurance maladie, le coût des traitements a tout de même des conséquences indirectes et même importantes sur les patients. D'abord parce que les remboursements sont financés collectivement. Plus les médicaments coûtent cher, plus cela pèse sur les dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et donc sur les cotisations, mais aussi sur les impôts ou les déficits publics. Quand certains traitements sont vendus à des prix élevés, cela réduit aussi les marges de manœuvre pour financer d'autres besoins de santé comme les hôpitaux, les préventions ou les soins de proximité.
Et ensuite, tous les médicaments ne sont évidemment pas remboursés à 100%. Donc certains traitements restent partiellement à la charge du patient, notamment lorsqu'ils sont jugés insuffisamment efficaces ou alors considérés comme des médicaments de confort ou faiblement remboursés tout simplement. Les complémentaires de santé jouent un rôle important évidemment, mais elles répercutent aussi ces coûts dans leurs tarifs. Donc le prix des médicaments peut aussi avoir un impact sur leur disponibilité. Lorsque certains produits anciens deviennent peu rentables, les laboratoires peuvent arrêter leur production, ce qui contribue aussi à des pénuries. A l'inverse, lorsque des traitements innovants arrivent sur le marché à des prix très élevés, les États peuvent aussi retarder leur remboursement ou limiter leur accès à certains patients pour des raisons budgétaires. En France et plus largement en Europe, le marché du médicament reste quand même fortement encadré par l'État. Les prix sont négociés, les autorisations de mise sur le marché sont longues et les remboursements dépendent de critères précis. Cela limite les excès du modèle américain où les prix sont beaucoup plus libres et où les patients peuvent supporter directement les coûts très élevés. Mais les laboratoires restent malgré tout des entreprises privées, donc soumises à des logiques de rentabilité. Chaque année, les négociations entre les représentants de l'industrie pharmaceutique, les pharmacies et l'État sont souvent tendues, car les industriels cherchent à vendre plus cher tandis que les pouvoirs publics tentent de maintenir des prix accessibles. Le médicament n'est donc plus ni un monopole d'État, ni un marché totalement libre. C'est un secteur un peu hybride où la santé publique et les intérêts économiques sont en permanence en tension. Cette perte de souveraineté pharmaceutique est devenue un enjeu majeur pour les États européens. Qu'un État puisse avoir un laboratoire souverain est une garantie de vendre suffisamment sur le marché pour avoir une légitimité de régulation des prix. Inversement, un manque de souveraineté sur le marché mondial rend les pays dépendants des choix des grands groupes privés. Pour éviter les phénomènes de dumping, les marchés parallèles ou les ruptures d'approvisionnement, les États doivent négocier en permanence avec les laboratoires et renforcer leur agence de contrôle. Le lobbying des laboratoires constitue un autre risque majeur. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, un lobby est un groupement, une organisation ou une association défendant des intérêts financiers, politiques ou professionnels en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, comme la presse par exemple. Dans le secteur pharmaceutique français, les lobbies sont particulièrement puissants. Le LIM, principale organisation du secteur pendant longtemps, a récemment vu apparaître un nouveau groupe d'influence, Initiative Pharma. Celui-ci réunit notamment Sanofi, Ipsen, Servier ou bien encore Théa et affirme représenter plus de 50% des emplois industriels du secteur ainsi qu'une grande majorité des dépenses de recherche et développement. Comme ce sont les médecins qui prescrivent les médicaments, les laboratoires ont longtemps cherché à influencer leur choix par différents avantages. Invitation à des congrès, financement de déplacements, repas, interventions rémunérées ou cadeaux. Aujourd'hui, ces pratiques sont davantage encadrées. Les visiteurs médicaux doivent être identifiés. Ils n'ont plus le droit de s'adresser aux étudiants en médecine ou aux internes. Et les médecins n'ont théoriquement pas le droit de recevoir d'argent d'un laboratoire en échange d'une prescription ou d'une publication scientifique sans le déclarer au préalable. Donc les scientifiques ont une obligation de transparence. Malgré cela, les liens entre l'industrie et certains médecins-chercheurs restent nombreux. Les grands groupes pharmaceutiques financent désormais une grande partie des essais cliniques et thérapeutiques. Comme le souligne le sociologue Laurent Muccielli, ils influencent de plus en plus la recherche médicale au point d'en contrôler une partie. Certains médecins sont rémunérés pour participer à des réunions stratégiques, puis sont invités à présenter les résultats lors de colloques internationaux dont les frais sont pris en charge par les laboratoires. Cela peut créer des biais importants dans la recherche médicale. Certaines études favorables à un médicament sont davantage mises en avant que d'autres et certaines publications peuvent même être rédigées directement par les industriels avant d'être signées par des chercheurs reconnus. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Pour les grands groupes pharmaceutiques, l'enjeu est clair, contrôler non seulement la vente des médicaments, mais aussi la production des connaissances scientifiques qui permettent de les légitimer. Le prix des médicaments est souvent présenté par les laboratoires comme la conséquence directe de coûts de recherche très élevés. Développer un traitement prend en effet beaucoup de temps. Plusieurs années de recherche, des essais cliniques complexes, des procédures d'autorisation longues et des négociations avec les autorités de santé avant d'obtenir un remboursement. Les États jouent donc un rôle central dans ce processus, à travers les autorisations de mise sur le marché, les politiques de remboursement ou encore les négociations sur les prix. Mais comme le montrent Pauline Londex et Jérôme Martin, le prix très élevé de certains médicaments ne s'explique pas uniquement par les coûts réels de recherche. Les laboratoires fixent aussi leur prix en fonction de ce que les États sont prêts à payer, de la rareté du produit. Les brevets leur permettent de conserver un monopole temporaire sur un traitement, parfois pendant plusieurs années, ce qui leur donne un pouvoir considérable dans les négociations. Cette logique est particulièrement visible pour certains traitements contre le cancer, le sida ou l'hépatite.
Les médicaments innovants peuvent être vendus à des prix extrêmement élevés, bien supérieurs à leur coût de production réel. Dans ces cas-là, les laboratoires cherchent avant tout à maximiser leurs marges avant l'arrivée éventuelle de concurrents ou de génériques. Ces inégalités de prix existent aussi entre les pays. Un même médicament peut coûter beaucoup plus cher dans certains pays pauvres ou être tout simplement inaccessible. Entre la France et plusieurs pays d'Afrique, le prix de certains traitements de base peut fortement varier. Comme les laboratoires vendent en priorité là où les prix sont les plus élevés, les pays les moins riches peuvent être désavantagés. Dans un marché mondialisé, cela peut même provoquer des pénuries dans certains pays européens lorsque les industriels préfèrent vendre ailleurs, notamment aux États-Unis où les prix sont beaucoup plus libres. Cette situation montre à quel point la question du médicament dépasse le simple domaine de la santé. Elle touche aussi à la souveraineté des États, aux règles du commerce international et à la capacité des pouvoirs publics à protéger leur population. Sans encadrement fort, les laboratoires peuvent être tentés de privilégier les marchés les plus rentables au risque de fragiliser l'accès au traitement. Cette logique marchande donc ne concerne pas seulement les médicaments innovants, elle touche aussi des produits du quotidien comme les anxiolytiques, les antibiotiques ou les compléments alimentaires. Plusieurs auteurs dénoncent une forme de marchandisation de la santé dans laquelle certains besoins sont créés ou amplifiés par le marketing. L'exemple des laits maternisés est souvent cité. Jusqu'aux années 90, certains laboratoires distribuaient gratuitement leurs produits dans les maternités. Une fois rentrées chez elles, les mères continuaient souvent à acheter la même marque. Cette pratique est aujourd'hui interdite, mais elle illustre bien la manière dont certains industriels cherchent à influencer durablement les habitudes de consommation. Les relations entre médecins, hôpitaux et laboratoires sont désormais beaucoup plus encadrées, mais le conflit d'intérêts demeure. Les industriels restent des entreprises privées dont l'objectif principal est de vendre, alors que les États cherchent avant tout à garantir un accès équitable aux soins. La transparence se définit comme une quête de sincérité absolue selon les universitaires Lydiane Nabec et Rémi Mancarelli. Par quête de sincérité absolue, les chercheurs entendent une accessibilité parfaite de l'information, notamment dans les domaines qui concernent l'opinion publique. Et pour l'instant, force est de constater que l'industrie pharmaceutique manque de transparence, notamment à l'égard des patients et des consommateurs. Dans son ouvrage Le prix de la confiance, le pharmacien français Cristian Barrio-Nuevo souligne un manque de clarté manifeste dans la communication médicale qui peut à court terme nourrir les doutes à l'égard du corps médical et les risques médicaux réels. Pour autant, il est, je cite, possible d'y remédier en adaptant le langage du corps médical, en encourageant les patients à poser des questions et en fournissant des explications accessibles. Mais le pharmacien, bien qu'optimiste, souligne aussi que la démarche de transparence se heurte à un autre problème plus profond. L'information transmise aux médecins eux-mêmes n'est pas toujours neutre. En d'autres termes, la corruption systémique et les conflits d'intérêts que nous évoquions en amont ont pour conséquence d'influencer certaines décisions médicales, et notamment dans les prescriptions, et donc d'abîmer la confiance du patient à l'égard du système médical entier. Cette perte de confiance peut s'apparenter dans certains cas à l'effet nocebo. Lorsqu'un patient doute de son traitement, son efficacité peut diminuer. Le simple fait d'être inquiet de ses effets secondaires peut entraîner de réels symptômes négatifs. Et la confiance entre le soignant et le soigné est un pilier essentiel de la médecine qui, comme le dit Cristian Barrio-Nuevo, repose sur un subtil équilibre entre science et relations humaines. Les patients ont donc tout à gagner à connaître davantage les mécanismes de l'industrie pharmaceutique puisqu'ils exercent un pouvoir réel sur les distributions par le simple fait d'acheter ou d'éviter un produit, un traitement ou un médicament. Cette transparence est de plus en plus exigée sur les prix des médicaments, notamment au point que le gouvernement français se saisisse de cette question lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026. Selon l'assurance maladie, le coût des médicaments représenterait une dépense nette de 27,2 milliards d'euros en 2024 et ce chiffre est en constante hausse. Cette hausse du coût du remboursement des médicaments par l'assurance maladie reflète la hausse du prix des médicaments fixés par les grands groupes pharmaceutiques. Dans une lettre adressée au gouvernement français, le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, dénonce un système où, je cite, les prix sont négociés dans un environnement où seules les firmes pharmaceutiques disposent de l'ensemble des données économiques, tandis que les pouvoirs publics doivent arbitrer les yeux bandés. Jean-François Corti affirme que la transparence est le seul moyen d'empêcher que quelques acteurs privés continuent de prendre en otage le débat public, et surtout qu'elle est essentielle pour recréer les bases d'une confiance nécessaire, notamment pour réparer collectivement les fractures qui pèsent aujourd'hui sur notre système de santé. L'enjeu de la transparence n'est donc pas que politique, il est aussi sociétal. Évidemment, tout financement privé n'est pas forcément opaque ou contraire à l'intérêt général. Les laboratoires pharmaceutiques jouent un rôle important dans la recherche, l'innovation et le développement de nouveaux traitements. Le véritable enjeu est surtout celui du contrôle exercé par les pouvoirs publics.
Lorsque les États imposent des règles strictes sur les prix, les essais cliniques, les conflits d'intérêts, les remboursements ou encore la transparence des financements, il devient plus difficile pour les industries de privilégier uniquement la logique du profit. Plusieurs auteurs soulignent cependant qu'il serait possible d'aller encore plus loin en renforçant le rôle du secteur public dans la recherche et dans la production de médicaments. Comme une partie importante des découvertes scientifiques est déjà financée par les universités, les hôpitaux ou les organismes publics, certains défendent l'idée de laboratoires publics ou de structures européennes capables de produire directement certains médicaments essentiels, et notamment lorsqu'ils ne sont plus jugés assez rentables pour les industriels. Cette question se pose particulièrement pour les antibiotiques, les médicaments anciens, ou encore certaines maladies rares, ou alors certains traitements qui concernent surtout les pays pauvres. Dans ces domaines, la logique de marché montre souvent ses limites. Des traitements pourtant essentiels peuvent être abandonnés parce qu'ils ne rapportent pas assez, alors même qu'ils répondent à un besoin de santé publique majeur. Au fond, cela revient à se poser une question plus large. Les médicaments sont-ils vraiment des produits comme les autres? Beaucoup considèrent que non. Contrairement à un bien de consommation classique, un traitement peut sauver une vie, réduire une souffrance ou permettre à une personne de vivre normalement. Et c'est pourquoi certains secteurs de la santé devraient être davantage protégés de la logique du profit et pensés avant tout comme des biens communs. Ainsi, l'industrie pharmaceutique reste avant tout une industrie, l'une des plus rentables au monde, guidée par des intérêts économiques et financiers. Les grands groupes qui dominent le marché mondial fonctionnent selon des logiques de rentabilité, de croissance et de retour sur investissement. Cela se traduit directement dans leur choix, privilégier les traitements les plus lucratifs comme les anticancéreux ou les médicaments destinés aux maladies chroniques, plutôt que des traitements moins rentables mais pourtant essentiels comme certains antibiotiques, les médicaments pour les maladies rares ou les pathologies touchant principalement les pays pauvres. Cette logique ne signifie pas pour autant que les laboratoires pharmaceutiques seraient inutiles ou systématiquement opposés à l'intérêt général. Ils jouent un rôle majeur dans la recherche, l'innovation et le développement de nouveaux traitements. Mais le problème apparaît lorsque la santé devient avant tout un marché où les choix de recherche, les prix, les priorités thérapeutiques ou même l'accès aux soins dépendent davantage de critères financiers que des besoins réels de la population. Les scandales sanitaires, les conflits d'intérêts, les pénuries de médicaments ou encore l'augmentation constante des prix ont contribué à fragiliser la confiance des citoyens. En réponse, les demandes de transparence se multiplient. Transparence sur les prix, sur les coûts réels de la recherche ou sur les liens entre médecins, laboratoires ou encore sur le financement des essais cliniques. Les États ont déjà renforcé les contrôles, mais beaucoup estiment qu'ils devraient aller encore plus loin afin de mieux protéger l'intérêt général. La question centrale reste donc entière. Comment garantir l'accès aux soins sans dépendre totalement des logiques de marché? Ou alors faut-il renforcer le rôle du public dans la recherche et dans la production de certains médicaments essentiels? Faut-il mieux encadrer les prix, les brevets ou les relations entre laboratoires et médecins? Et à l'heure où l'intelligence artificielle, la mondialisation et les enjeux de souveraineté pharmaceutique transforment déjà le secteur, ces questions risquent de devenir de plus en plus importantes dans les années à venir.